Le chaos absolu. Dans les ultimes heures du Troisième Reich, le destin des épouses de l'élite nazie bascule. Et le 1er mai 1945, Magda Goebbels va prouver l'atrocité de ce point final. Des vêtements immaculés, des cols parfaitement repassés. Dans la crasse et l'humidité poisseuse du bunker de béton, cette propreté est irréelle. Magda lave ses enfants. Elle les peigne avec une douceur glaçante. Une routine maternelle obsessionnelle, un simulacre de normalité sous un plafond qui tremble à chaque obus. Au-dessus, la capitale s'effondre. En bas, on prépare la mort avec soin. 6 enfants, âgés de 4 à 12 ans. L'aînée, Helga, a 12 ans. Elle est assez grande pour déchiffrer la terreur ambiante, assez lucide pour comprendre que la fin approche. Mais elle reste absolument sans défense face au fanatisme implacable de sa propre mère. Pour Magda, un monde sans le Führer ne mérite pas d'être vécu. L'amour maternel se transforme en acte d'extermination. Le soir tombe. Le rituel quotidien bascule dans l'horreur. Le médecin SS Ludwig Stumpfegger entre dans la pièce. Il distribue une potion, un puissant somnifère. Les enfants l'avalent. Magda s'assoit et attend. Le silence s'installe. Elle regarde les respirations s'apaiser, les petits corps sombrer dans l'inconscience totale. Puis vient l'exécution froide. Magda s'approche du premier lit. Elle entrouvre la bouche de l'enfant endormi. Elle y glisse une capsule de cyanure. Et elle presse. Le verre craque sous ses doigts. Le poison envahit l'organisme. Elle répète ce geste mécanique, lit après lit, sans la moindre hésitation. Sur les lits de l'étroite chambre souterraine, il ne reste plus que 6. La veille du jour où Magda empoisonnera ses enfants, la mort rattrape les maîtres du souterrain. Le 30 avril, la lourde porte du bureau se referme. Eva Braun croque une capsule de cyanure. Un coup de feu claque. Une balle traverse la tempe droite du dictateur. Le sang imbibe le tissu du canapé. 24 heures plus tôt, la scène fige l'absurde. Une cérémonie nuptiale au fond d'une crypte en béton. Pourquoi le mariage d'Eva Braun a-t-il eu lieu précisément le 29 avril? C'était un simple rituel social formel avant de plonger ensemble dans le néant. Le chef du Reich dicte son testament politique à la hâte. Les institutions normales s'effondrent. Le mariage devient un simple ticket pour la morgue. L'élite nazie mime la vie civile pendant que leur empire brûle au-dessus de leur tête. La mascarade prend fin brutalement. Les aides de camp ont forcé la porte et découvert les morts. Ils ont enroulé les cadavres dans des couvertures grisâtres. L'odeur âcre de l'essence et de la poudre imprégnait déjà les cratères du jardin de la chancellerie. Les gardes ont porté les 2 corps le long des marches vers la surface et ont allumé le brasier. Les corps brûlaient déjà dans le jardin de la chancellerie du Reich. En dessous, dans les labyrinthes du bunker, les restes de l'élite allemande sombraient lentement dans la folie. Des murs de béton épais et des couloirs étroits faiblement éclairés. Fin avril 1945. L'artillerie de l'armée rouge pulvérisait la capitale. À plus de 8 mètres de profondeur, l'abri d'Adolf Hitler ne protégeait plus. Il étouffait. Sous 4 mètres et demi de béton armé, la ventilation mécanique luttait en vain contre l'asphyxie. L'air stagnait. Une humidité rance s'accrochait aux uniformes. L'atmosphère était lourde, saturée par une fumée de cigarettes épaisse et ininterrompue. Jadis refuge ultime, ce complexe de survie s'était transformé en une véritable chambre de privation sensorielle pour les dignitaires nazis. La mécanique du souterrain broyait les esprits. Les cloisons vibraient violemment à chaque impact d'obus soviétiques en surface. Les ampoules vacillaient. La lumière blafarde creusait les visages épuisés. Le Führer ne dormait presque plus. Ses hurlements hystériques contre des bataillons fantômes résonnaient dans les coursives exiguës. La discipline s'effondrait. La terreur dévorait les derniers courtisans. Des officiers supérieurs murmuraient dans les coins, les yeux vides. Le temps perdait tout son sens. Le jour et la nuit n'existaient plus, définitivement remplacés par le grondement continu du générateur diesel. Ils étaient enterrés vivants, coupés du monde en ruine, ils attendaient l'inévitable. Le plafond de béton tremblait, les regards se levaient. Chaque bruit d'en haut annonçait la fin. Sous terre, les postes de radio grésillèrent une dernière fois. Puis, le silence absolu. La ligne était coupée. Le bunker n'avait plus aucun contact avec le monde extérieur. Juste au-dessus, les troupes soviétiques écrasaient les ultimes défenses. Les chenilles de leurs chars broyaient les débris de la Wilhelmstrasse.
La grande rue des ministères n'était plus qu'un cimetière de tôles fumantes. L'air sentait la poudre et la brique calcinée. Le 2 mai, un bout d'étoffe rouge fut hissé sur les ruines du bâtiment du Reichstag. Berlin était tombé. Mais ce drapeau n'était pas qu'un simple constat de défaite militaire. C'était un déclencheur psychologique. Un signal invisible envoyé au-delà de la capitale en cendres. La folie n'était plus confinée dans les couloirs souterrains. Elle débordait. L'effondrement du régime lança une réaction en chaîne foudroyante. La contagion de la mort franchit les limites de la ville. L'épidémie de suicide venait d'atteindre massivement les épouses des généraux et des officiers SS à travers tout le pays. Capsules de cyanure broyées entre les dents, arrestations sommaires, interrogatoires dans la poussière. Elles s'attendaient à régner éternellement sur une Europe soumise, à l'abri du besoin. La réalité s'est abattue sous la forme d'une traque implacable. Cette vague de mort a submergé les épouses des hauts dirigeants du Troisième Reich, celles qui, hier encore, vivaient dans des demeures volées. Où fuir quand vos maris régnaient sur le continent la veille? Les itinéraires sûrs s'étaient volatilisés avec le front. Hier, elles trinquaient avec du cristal confisqué dans les luxueuses villas de Grunwald. Leurs armoires débordaient de soieries pillées. Aujourd'hui, elles rampent dans des caves aveugles. Le grondement sourd des bâtiments de Berlin, qui s'effondrent sous l'artillerie soviétique, fait trembler le sol. Ce fracas monumental étouffe le moindre appel à l'aide en ce mois d'avril 1945. La poussière de briques obstrue les poumons. Ces femmes n'étaient pas des spectatrices innocentes. Elles agissaient comme les matriarches idéologiques du régime. Pendant 12 ans, elles avaient savouré les fruits d'un continent mis à sac. Le sang des nations vaincues finançait directement leurs privilèges. Désormais, le statut social ne protégeait plus de rien. Les maris tombaient ou fuyaient. Les mâles remplis de bijoux devenaient des cibles. La terreur pure a remplacé l'arrogance. Les voies de fuite n'existaient plus. Le désespoir de l'élite prenait des formes brutales. Le 3 mai 1945, dans le port de Kiel, une femme a prononcé sa propre sentence. Elle a agi quelques heures seulement après la capitulation de son mari. Son monde n'existait plus. Le général Hans-Georg von Friedeburg commandait la marine sous l'autorité de l'amiral Karl Dönitz. Ce jour-là, il a livré les restes de la flotte aux forces britanniques. Cette signature a détruit la seule réalité de sa femme. Sa vie perdait sa valeur à la seconde même où son mari perdait son grade. Les officiers alliés ont constaté le décès. Les protocoles officiels britanniques ont effacé son prénom. Le papier n'a conservé qu'un statut froid et sans visage. L'épouse du général. Plus de flotte, plus de privilèges. Le commandant savait que les Alliés exigeaient des réponses pour ces crimes de guerre. Il a rapidement suivi le chemin de sa femme. 20. C'est le nombre de jours qui sépare le geste de cette épouse anonyme du suicide de Friedburg le 23 mai. Pendant qu'à Kiel, d'autres épouses choisissaient la mort, au sud, Lina Heydrich prenait une autre décision. Elle brûlait son passé pour sauver ses enfants. Depuis l'assassinat de Reinhard Heydrich, elle vivait sans s'inquiéter du lendemain. Le sang de la Bohème-Moravie finançait directement son domaine de Feichten et sa généreuse pension d'État. C'était la récompense macabre du règne de son mari. Mais en mai 1945, le statut d'intouchable s'est évaporé. De quoi la veuve de l'architecte de l'Holocauste avait-elle plus peur que des armées en marche? De la vengeance de la résistance tchèque. La peur animale a remplacé l'arrogance. Il fallait détruire les traces. Lina courait dans les couloirs du domaine. Elle arrachait les dossiers des tiroirs. Elle jetait des piles entières dans la cheminée du salon. Lettres en feu et dossiers secrets de la Gestapo. La pièce s'est remplie d'une fumée âcre. Une odeur lourde de papier calciné et de cendres volantes flottait dans l'air. Elle regardait les archives criminelles se recroqueviller sous les flammes. Le feu brouillait les pistes. Mais il n'arrêtait pas les balles. Elle a poussé ses enfants dans une voiture et s'est enfuie vers Fehmarn, une île isolée tout au nord. La fuite vers le nord n'offrait aucune garantie. À Stendal, les troupes américaines avaient déjà ciblé Margaret Speer. Fini les égards, les soldats ont envahi la maison. Ils ont vidé les meubles et retourné chaque pièce. Puis est venu le véritable choc. Les officiers ont arraché les enfants de ses bras. Margaret regardait les uniformes emmener sa famille. Le démantèlement systématique des foyers nazis venait de commencer. Son mari, Albert Speer,
avait construit l'industrie de guerre du Reich. Mais son nom ne la protégeait plus. L'arrestation de Stendhal a scellé un tournant historique brutal. Les épouses du régime venaient de perdre leur immunité absolue. Elles n'étaient plus cette élite intouchable qui profitait des conquêtes de l'Europe. Elles devenaient de simples sujets de la justice militaire alliée. La cible remplaçait l'icône. Le temps des interrogatoires a frappé. Des heures de questions oppressantes. Les enquêteurs exigeaient des détails sur les opérations de son mari. Margaret s'est murée dans un silence total. Ce premier interrogatoire allait marquer le début d'une vie totalement différente, rayant à jamais son passé. Les autorités américaines ont saisi la maison familiale et ont placé la femme du ministre sous surveillance stricte. Pour les épouses de l'élite nazie, l'ère des interrogatoires a culminé avec la chute de leur reine incontestée. En juin 1945, les troupes alliées ont investi le château de Fischhorn dans les Alpes autrichiennes. Les Américains ont frappé fort. Des hommes en bottes lourdes ont traversé les luxueuses salles de réception. Ils ont immédiatement arraché Emmy Göring à sa fille Eda, sans la moindre négociation. Ensuite, les soldats ont fouillé la propriété. Ils ont vidé ses malles et confisqué sa garde-robe monumentale. Des robes de haute couture gisaient sur le parquet. La réalité l'a broyée. La pierre froide et humide de sa cellule d'isolement a brutalement remplacé les soieries douces de son ancienne vie. Pendant des années, Adolf Hitler, refusant de se marier, Emmy paradait en véritable première dame du Reich. Hermann Göring avait amassé une collection d'œuvres d'art pillées dans toute l'Europe. La valeur dépassait plusieurs centaines de millions de dollars. Elle a perdu ce faste inouï en moins de 24 heures. Une vie de souveraine aux côtés du Führer, au milieu d'objets d'art inestimables. Et soudain, le mépris et l'ignorance totale de ceux qui rampaient autrefois à ses pieds. Son univers a disparu. Son mari a capitulé avant de rejoindre la prison de Nuremberg. Les anciens courtisans l'évitaient. Le peuple l'insultait et la traitait de vulgaire criminelle. Dépouillée de ses biens, elle a définitivement perdu son aura d'élégance. Emmy Göring a fini ses jours sous l'étroite surveillance des autorités à Munich. Pendant qu'Emmy Göring voyait ses palais confisqués, d'autres cherchaient une issue. Else von Greifenberg a choisi le masque de la naïveté. L'épouse d'un général SS pouvait-elle vraiment rester loin de la politique, à s'occuper uniquement de son foyer? L'illusion n'a pas tenu longtemps. Les enquêteurs alliés connaissaient la véritable valeur de son mari. Karl Wolff n'était pas un simple officier. Il dirigeait l'état-major personnel d'Heinrich Himmler. Au printemps 1945, il négociait secrètement la capitulation en Italie. C'était l'opération Sunrise. En juin 1945, les Américains arrêtent Else. Ils l'enferment dans un camp près de Munich. Face aux interrogateurs, elle récite son texte. Une simple maîtresse de maison, ignorante des affaires d'État. Puis vient l'épreuve des archives. Le bruissement sec des documents sur la table d'interrogatoire brise sa ligne de défense. Les pages tournent, les noms apparaissent. Ce sont les listes d'invités des somptueuses soirées de la SS. Else n'était pas en retrait. Elle trônait au centre. Ses amitiés avec les épouses des hauts dignitaires cimentaient l'élite du Troisième Reich. Le mythe de l'innocence s'effondre sur le papier. Les juges ne retiennent aucune charge criminelle. Mais le verdict financier frappe fort. Les forces d'occupation saisissent son domaine. Les Alliés confisquent ses biens. Après la libération de Wolff, le couple se terre en Bavière. Fini les réceptions. Fini le pouvoir absolu. Elle meurt oubliée dans les années 70. Elsa plaidait la naïveté. L'illusion a volé en éclats. Mais d'autres n'ont même pas daigné porter de masque. Ilse Hess n'a jamais baissé les yeux. Son époux, Rudolf Hess, avait volé vers l'Écosse en 1941. Mission diplomatique ratée. Captivité immédiate. Pendant qu'il sombrait dans l'oubli pour devenir le prisonnier numéro 7 de Spandau, il se noircissait du papier. Des correspondances fanatiques envoyées à son mari. En liberté, elle s'érigeait en symbole vivant du régime, un repère idéologique pour la nation. Elle finançait les œuvres de charité nazies, elle présidait les réunions mondaines. Le Reich vacillait, mais elle trônait sur la société allemande, drapée de certitudes absolues. Fin mai 1945, les troupes américaines ratissent les villages du sud de la Bavière. Ils la débusquent. L'arrestation est brutale. Les officiers alliés comprennent vite. Ils ne pourchassent pas de simples épouses avides de richesse. Ils heurtent un mur de fanatisme pur, incrusté au cœur des familles.
Ils se refusent le moindre repentir. La répression s'abat. La loi l'ampute de ses privilèges sociaux. Interdiction absolue de posséder la moindre parcelle de terre. Interdiction formelle de publier le moindre texte politique. Le silence forçait. Mais la peur de l'héritage nazi ne souffrait d'aucune faille. Les services de renseignement placent immédiatement ces enfants sous une surveillance stricte. Les arrestations de Göring, de Greifenberg et de Hess n'étaient pas des incidents isolés. Elles marquaient les premiers coups d'une traque systémique implacable. Pourquoi des armées victorieuses gaspillaient-elles leurs ressources pour traquer des femmes cachées dans les montagnes? La réponse ne laissait aucune place au doute. Le régime n'existait plus, mais son butin survivait. Le 8 mai 1945. La capitulation officielle figea l'Europe. La machine de guerre s'arrêtait. La chasse aux témoins commençait. Les patrouilles alliées s'enfonçaient sur des routes sinueuses. L'odeur humide de l'air alpin se mélangeait au gaz d'échappement âcre des jeeps militaires. Les convois ciblaient les villages de montagne isolés. Les soldats défonçaient les portes des chalets. À l'intérieur, les enquêteurs retournaient les pièces. Ils cataloguaient les dossiers noircis. Ils saisissaient les propriétés volées dissimulées sous les parquets de bois massif. Pour rafler ces cibles, les alliés occidentaux avaient déployé les T-Force. Ces unités spéciales d'investigation devaient capturer les figures du régime et leurs familles avant la destruction totale des archives. L'intelligence militaire ignorait complètement le mythe de la simple mère au foyer. Ses épouses finançaient les réseaux de fuite. Elles géraient les comptes clandestins. Elles protégeaient les œuvres d'art pillées à travers l'Europe. Elles détenaient les ultimes secrets d'un empire en cendres. Les services de renseignement placèrent finalement sous mandat d'arrêt plus de 8000 de ces femmes. Les jeeps militaires dévalaient les routes alpines. Leurs cargaisons d'élite quittaient les sommets pour percuter de plein fouet la dure réalité des camps de filtration. Le nivellement social fut instantané. Des salles d'interrogatoire vides, des murs nus, l'isolement total. Les épouses des ministres portaient désormais un uniforme standard. Le tissu rêche de la tenue de camp irritait cette peau habituée à la soie française. À l'heure du repas, elles recevaient une maigre ration. Les ordres militaires claquaient. Le système d'internement des zones occidentales a avalé plus de 100 000 Allemands. Derrière les mêmes barbelés s'entassaient les figures mondaines du Reich et de simples gardiennes de prison. La hiérarchie nazie volait en éclats. L'été 1945 a figé cette nouvelle géographie carcérale. L'armée américaine a parqué ses prisonnières à Augsbourg, Regensburg et Bad Nauheim. Les Français les ont enfermées dans les secteurs de Metz et Strasbourg. Les forces britanniques ont quadrillé les plaines de la Basse-Saxe. Le contraste était absolu. Hier encore, elles régnaient sur de vastes demeures volées aux familles juives, servies par des prisonniers réduits en esclavage. Aujourd'hui, elles obéissaient aux sentinelles alliées, avalaient la tambouille des prisonniers et subissaient une interdiction stricte d'exercer la moindre profession. La libération n'offrait aucun retour en arrière. La chute civique était totale. Ces femmes perdaient le droit de vote. Elles ne pouvaient ni enseigner, ni intégrer l'administration. Interdiction d'acheter des terres. Interdiction de diriger un commerce. Franchir les limites de leur propre quartier exigeait un laissez-passer militaire. L'élite d'hier devenait la caste des parias. Les anciens cercles d'amis se volatilisaient. Leurs maisons étaient saisies. Beaucoup perdaient même la garde de leurs enfants. Leurs noms furent définitivement inscrits sur les listes noires de la nouvelle police. Pour des milliers de femmes échappant au camp américain comme Bad Nauheim, une simple rumeur suffisait. L'ombre de l'occupation soviétique brisait les esprits avant même l'arrivée des chars. 900 morts, principalement des femmes et des enfants, disparus dans une seule ville en quelques jours. Qu'est-ce qui pousse des centaines de mères à noyer volontairement leurs propres enfants dans la rivière locale? La certitude des représailles. L'effondrement total de la machine nazie transforma l'angoisse d'une poignée de dirigeants en une véritable épidémie de terreur sociale. Le cauchemar prenait forme sur les berges de la rivière Pine, à Demmin. Les mères serraient des cordes d'emballage. Elles louaient les petits corps contre leur propre taille. Un pas en avant. Le bruit de lourds éclaboussements déchirait l'eau. Des cris aigus résonnaient le long des rives. Les habitants repêchaient les noyés. Les pelles creusaient des fosses communes à la hâte. La terre volait. Les historiens désignent aujourd'hui la tragédie de Demmin comme le suicide collectif le plus massif de l'histoire documentée de l'Allemagne.
Le phénomène rongeait le pays tout entier. Neustrelitz brûlait de la même fièvre. Des familles entières, parfois simplement liées de loin au SS, s'effaçaient d'elles-mêmes. Le poison remplaçait les repas. Les couteaux tranchaient les veines. La loyauté envers un régime en ruine devenait mortelle. Les récits de pillage et de viol précédaient les troupes ennemies. La mort offrait une échappatoire propre. Une esquive absolue face à la honte publique et aux tribunaux des vainqueurs. Les épouses suppliaient leurs maris de presser la détente. D'autres agissaient seules. Le 8 mai, l'Allemagne signa sa capitulation officielle. Le pays regorgeait de charniers creusés par la panique et la loyauté aveugle. La fumée retomba sur des mines. Après cette semaine de terreur, la ville comptait 14 100 survivants. Tandis que les femmes d'Augsbourg pleuraient la perte de leur soierie, de leur manoir, les épouses piégées à l'Est affrontaient une horreur beaucoup plus primitive. Les Américains dressaient des tribunaux et confisquaient des biens. L'armée rouge, elle, imposait un châtiment physique, animal et strictement vengeur. Hedwig Rosenberg incarnait la cible absolue. Son mari, Alfred Rosenberg, agissait comme l'idéologue en chef du nazisme. Il structurait la politique raciale du Reich. Au printemps 1945, les troupes soviétiques balayèrent la Prusse orientale. Les soldats capturèrent Hedwig dans les rues de Königsberg. Son mari se trouvait déjà entre les mains des Américains. Mais les Russes comptaient bien briser sa femme. Un convoi l'emporta vers l'Est, loin au-delà des frontières de la Pologne. Les gardes la jetèrent dans une geôle soviétique. Le froid glacial de la cellule transperçait directement les os. Les médecins de la prison refusaient systématiquement de la soigner. L'administration réduisait ses rations au seuil de la famine. Pendant 2 ans, l'épouse de l'idéologue suprême pourrit dans cette obscurité gelée. L'État soviétique la relâcha finalement en 1947. Hedwig sortit vivante, mais sans aucun refuge. Le nouveau régime effaça littéralement sa ville natale des cartes géographiques en la rebaptisant Kaliningrad. À l'automne 1946, le monde entier retenait son souffle en écoutant la radio. À l'intérieur du tribunal, les projecteurs éclairaient les images insoutenables des camps d'extermination. À l'extérieur, dans les rues détruites, les épouses des accusés purgeaient déjà leur propre sentence. Amy Goering longeait les murs d'une résidence sous haute sécurité américaine. Autrefois, elle jouait le rôle de première dame du Reich. Désormais, c'était une ombre. Elle portait des vêtements sombres. De larges lunettes de soleil masquaient son visage. Elle fuyait les flashs des journalistes et la rancœur des civils allemands. Le son étouffé des haut-parleurs militaires traversait les grilles et crachait les témoignages du procès directement sur les trottoirs. Elle faisait nerveusement les 100 pas. Elle approchait les gardes pour leur glisser des lettres destinées à son mari. Les sentinelles prenaient le papier, mais personne ne livrait le courrier. L'administration censurait et détruisait les enveloppes. La cour jugeait 24 architectes du régime. La société, elle, condamnait déjà des milliers de leurs proches à l'isolement absolu. Le rejet physique remplaçait les délibérations. Le 1er octobre 1946, les magistrats prononcèrent la condamnation à mort d'Hermann Göring. L'administration ne jugea pas utile d'informer sa femme. Le 15 octobre, le dignitaire brisa une capsule de cyanure entre ses dents au fond de sa cellule. Amy découvrit ce suicide de justesse, à la veille de l'exécution programmée. Amy Goering fuyait les regards par choix. Pour Margaret Himmler, les cellules militaires américaines sont devenues un rempart vital contre la foule. Comment justifier l'architecte des camps de la mort? Sa femme a choisi le déni absolu. Son mari avait avalé son poison en mai 1945. Les enquêteurs américains exigeaient des aveux. Les interrogatoires s'enchaînaient. Margaret répétait inlassablement la même ligne de défense face au procureur. Son mari était un homme bon. Elle ignorait tout des crématoires. Quand les officiers posaient les photographies des charniers sur la table, elle refusait de regarder. Ce mensonge obstiné dépassait la simple folie. C'était une mécanique de défense, son unique armure. Dehors, le pays en ruine réclamait du sang. Les civils allemands voulaient lyncher les vestiges du régime. Les murs de béton froid de l'isolateur américain offraient à Margaret un abri inespéré. Admettre la vérité sur les massacres signifiait affronter la vengeance immédiate de la rue. Les Alliés l'ont finalement relâché. La traque a commencé sur le champ. Des groupes anti-nazis cherchaient à l'éliminer.
Margaret a effacé son identité. Faux nom, fuite totale. Elle s'est terrée dans un anonymat absolu pour échapper à la haine d'une population prête à tuer. Ses nouveaux voisins ne croisaient qu'une ombre silencieuse qui rasait les murs. Elle n'a jamais reconnu les crimes de son mari. Margaret est morte en 1967. Les journaux n'ont publié aucun avis de décès. Alors que la veuve d'Himmler fuyait la foule sous un faux nom, Margaret Speer a fait le choix inverse. Elle est rentrée à Heidelberg, seule, pour porter le fardeau de son identité. Son mari a pris 20 ans dans la prison de Spandau. Cette forteresse gigantesque dressait ses murs pour des centaines d'hommes. Mais elle n'en gardait que 7. Ce vide immense transformait les épouses en cibles publiques à chaque visite. Margaret franchissait les grilles sous les regards oppressants. Les rencontres restaient brèves, glaciales. Derrière la vitre, les gardiens interdisaient de parler politique. Ils interdisaient surtout d'amener les enfants. Le parloir terminé, elle retournait affronter le quotidien. À Heidelberg, elle nourrissait sa famille au milieu de voisins haineux. La police ouest-allemande surveillait ses moindres pas. L'argent manquait. Porter le nom du confident d'Hitler attirait le mépris ordinaire. Chaque sortie dans la rue devenait un combat silencieux contre l'opprobre. La libération d'Albert a scindé leur destin. Il a cherché la lumière, publié des mémoires et parlé aux journalistes. Margaret a fui les objectifs. Elle n'a jamais accordé une seule interview. Le décès d'Albert en 1981 n'a pas brisé son mutisme. Elle a disparu dans l'anonymat en 1987. Le rejet social qui étouffait les Speer à Heidelberg frappait avec plus de violence au nord. Sur l'île isolée de Fehmarn, Lina Heydrich a tenté d'ouvrir une modeste pension de famille. Le vent tranchant de la mer Baltique balayait la côte. Ce souffle glacé soulignait l'isolement total de la veuve. Lina avait acheté une ferme rurale pour survivre. Elle préparait les chambres. Elle attendait les clients. Mais les voisins n'oubliaient rien. Dans les rues du village, les habitants changeaient de trottoir à son approche. L'hostilité s'abattait de plein fouet sur la génération suivante. À l'école, ses enfants s'asseyaient seuls. Les autres élèves les fuyaient. La cour de récréation devenait une zone de quarantaine absolue. Survivre parmi les citoyens ordinaires exigeait de mener une guerre quotidienne. Lina refusait de baisser la tête. Elle a choisi l'affrontement. Dans les années 50, elle a convoqué la presse. Elle a multiplié les apparitions publiques jusque dans les années 70. Devant les microphones, elle réécrivait le passé. Son mari n'était qu'un simple soldat discipliné. Elle rejetait avec fureur toute implication de sa part dans la machine de mort. Pourtant, les archives l'écrasaient. La conférence de Wannsee, dont elle niait farouchement l'importance, a légalisé le meurtre organisé de 11 millions d'êtres humains. Les dignitaires ont scellé ce génocide en 90 minutes à peine. L'architecte principal de ce sommet portait son nom de famille. Lina balayait les preuves d'un revers de main. Elle a maintenu sa propre réalité jusqu'à son dernier souffle en 1985. Elle est morte dans le déni. La ruine économique ne foudroyait pas que les veuves isolées sur la côte. Les vainqueurs ont tout raflé, les bijoux, les toiles de maître, les immenses domaines immobiliers. Brutalement, les tableaux confisqués et les châteaux luxueux ont laissé place au refus sec des éditeurs de publier la moindre ligne de leur mémoire. Dès les années 50, l'ancienne première dame du Reich touchait le fond. Emmy Göring survivait péniblement dans un appartement minuscule de Munich. Pourquoi Ilse Hess est-elle devenue une icône de l'extrême droite? Elle fut la seule à défendre le régime jusqu'au bout. L'effondrement a fracturé les destins. Emmy subissait la misère en silence. L'étiquette indélébile de l'actrice nazie ruinait sa vie sociale. Plus d'argent, plus d'amis. Elle fuyait les regards, elle refusait les journalistes. Son existence s'est achevée le 8 juin 1973 à Munich. Un trépas anonyme, sans l'ombre d'une cérémonie publique. Mais Ilse Hess a choisi la guerre idéologique. Elle a infiltré les réseaux radicaux avec une loyauté féroce envers le passé. Sa plume rageuse noircissait le papier bon marché et rugueux des magazines nationalistes, justifiant les pires actes du Führer avec un fanatisme intact. Elle inversait les rôles. Elle transformait un condamné en martyr de la paix. Cette obsession a rythmé son quotidien jusqu'à sa propre mort en 1995. Bravant toutes les interdictions politiques,
Ilse Hess a continuellement défié les autorités et a exigé la libération de son mari. Loin des revendications obstinées d'Ilse Hess en Bavière, l'effondrement prenait une forme beaucoup plus charnelle. À Königsberg, sous l'occupation soviétique, les épouses ordinaires des officiers SS affrontaient la fureur primitive de la rue. La ville n'était plus qu'un cadavre de briques. L'aviation britannique avait déjà incinéré ce centre névralgique en 1944. Les civils émergeaient des ruines, affamés, épuisés, prêts à dévorer le moindre rouage du régime vaincu. La chasse s'improvisait à l'aube. La foule arrachait les femmes de leurs lits. Des mains anonymes les traînaient sur les pavés. Le lynchage devenait un spectacle public. Le bruit sec des ciseaux claquait à travers les hurlements de la meute. Les lames tranchaient les cheveux à vif. Les crânes saignaient sous les coups. La boue se mêlait au crachat. Les sentinelles soviétiques fumaient. Elles observaient le massacre en silence absolu. Aucun ordre militaire ne commandait cette purge. Mais l'armée rouge ne levait pas le petit doigt pour stopper l'hémorragie. L'appartenance à une famille SS justifiait la barbarie. L'Occident jugeait les épouses de l'élite dans des tribunaux. L'Est laissait la rue massacrer les exécutantes. Les vainqueurs effaçaient leurs droits fondamentaux à la seconde de la capture. Le système ne voyait plus ces femmes comme des humains. Elles disparaissaient simplement dans le trou noir de l'après-guerre. 0. C'est le nombre exact de ces femmes officiellement enregistrées comme prisonnières de guerre. Pour fuir les lynchages de l'Est et le boycott total de l'Ouest, les enfants achetaient massivement des billets pour l'exil. Dans leurs poches, des passeports flambant neufs. Des noms de famille totalement fictifs. Il fallait couper définitivement les ponts avec le passé, trancher le lien du sang. L'exode visait d'autres continents. Direction les États-Unis, le Canada ou l'Amérique du Sud. Des milliers de criminels de guerre avaient déjà emprunté ces fameuses routes des rats pour échapper aux tribunaux. Par cette fuite, ils condamnaient leur propre famille à une existence éternelle dans l'ombre. L'héritage de la croix gammée devenait un poison. La descendance effaçait volontairement sa propre lignée. Les enfants détruisaient leurs papiers d'identité. Le système n'agonisait pas seulement dans les prisons. Il mourait par le suicide identitaire de ses propres héritiers. Les mères, elles, restaient seules sur un continent en ruine. Cachées sous des fausses identités dans des zones rurales, rongées par la pauvreté et la suspicion quotidienne. À la fin du XXe siècle, les veuves de la haute direction nazie rendirent leur dernier souffle les unes après les autres, dans un anonymat absolu. Leurs morts passèrent totalement inaperçues. Pas de funérailles, pas de cortège, zéro monument érigé pour les épouses de l'élite nazie.